Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Escapade, une émission de Radio Vestebro, disponible sur le 98.9. On est le lundi 17 janvier 2022. Ce soir, dans l'émission, nous sommes plutôt nombreux. Nous avons dans l'émission Dorothée. Bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous avons Delphine. Bonsoir tout le monde. Nous avons Philippe. Bonsoir à tous. Nous avons également un invité qui va nous rendre visite, Louis. Bonsoir à tous. Et en technique, nous sommes en présence de Marie et Romain. Bonsoir. Tout le monde. Et donc, moi, Aurélie, à l'animation ce soir. Bon, comment vous allez en ce début d'année pour certains qu'on n'avait pas croisés depuis longtemps ? On va très mal. Oh là là, Philippe. Les courbatures partout. Ah là là, on veut pas savoir ce que t'as fait de ton week-end. Ben rien, tu vois, je suis en tenue, je travaille moi. Ah, tu travailles ? Bah oui. Un peu fatigué après la tempête de cette nuit. Sacrée tempête cette nuit quand même. Il en faut bien. Ah C'est ouais, vrai que ça a soufflé. Ça a soufflé beaucoup. Oui, j'ai mal dormi. Entendu, Ça a beaucoup soufflé, ouais. En plus, il y a un petit coup de pleine lune là, donc du coup, tout se cumule. Tous les astres sont contre ta personne. Bon, est-ce que vous auriez des news particulières à partager cette semaine, des informations insolites ou des choses particulières ? Moi, je me réjouis de la réouverture des cinémas. Ah, bah oui, effectivement. C'est une très bonne chose. Donc, je vais y aller ce week-end avec mon fils. On doit voir le dernier Spider-Man. On n'avait pas pu voir avant Noël, donc on se réjouit. Bah oui, et toutes les autres institutions culturelles d'ailleurs aussi, les écoles de langue pour certaines choses, les culture house. Les musées, mais faites attention aux dates parce que tout n'ouvre pas, parce qu'il y a des règles un peu particulières sur le nombre de personnes, etc., etc. Donc il y a des choses qui ouvrent un peu en décalé. D'accord, donc il y a encore des régulations un petit peu en mode hybride. Il faut bien regarder sur les sites internet avant. Je voulais aller à Louisiana, mais là il y avait une des ailes du musée qui n'ouvre pas avant dans 10 jours, par exemple. Donc regardez un peu les infos sur chaque site. Effectivement, pensez à regarder pour pas être coincé le moment venu. Autre chose Moi je sais pas, je suppose qu'il faut sortir son pass à chaque fois, bien sûr. Oui. Oui, pour pas mal de choses. Pour rappeler à tout le monde qu'il faut un pass. Et attention, la date de validité a été raccourcie pour ceux qui n'ont que deux. De vaccination, ouais. Elle a été raccourcie à 5 mois, le 7. Après la deuxième dose. Donc faites attention si vous pensez que vous avez encore du temps. Dépêchez-vous d'attraper le Covid. Mais potentiellement, le gouvernement disait qu'il y avait pas loin de 50 000 passes qui allaient tomber entre guillemets dans la désuétude là à partir d'aujourd'hui, puisque ça passait à 5 mois. Des gens vaccinés. C'est la faute au DLC, ça. Juillet, DLC courte, j'ai toujours dit que de toute façon. Mais tu vois, des fois avec les yaourts, on peut un petit peu à l'odeur, au goût, au visuel, on peut un peu. C'est bon, recommander jusqu'à. Voilà, on peut pousser le vice, mais là apparemment le gouvernement danois, on pousse pas trop le vice, on doit respecter les réglementations. Bon, après, il y a quand même plein de centres de tests qui sont encore présents de partout, à foison. Donc, pour ceux qui auraient eu leur passe qui n'est plus efficace... Il faut aller faire des tests rapides, il y a des tests antigéniques assez fréquemment, surtout si vous sortez dans un bar, un resto ou un musée ou un cinéma du centre-ville, c'est assez facile d'accès. Il n'y a plus du tout d'attente maintenant, c'est assez impressionnant. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a eu tellement de personnes contaminées ou tellement de personnes qui ont leur vaccin 3 doses, ou j'en sais rien. Puis on peut aussi se tester à la maison maintenant, c'est la grande différence. C'est pour ça, les gens font d'abord le test à la maison et s'il est positif, ils vont direct faire un PCR en fait. Oui, donc finalement les autotests, enfin les centres de tests rapides ne sont plus si populaires que ça. Effectivement. Bah oui, comme période aussi intéressante, tu parlais des yaourts, moi ça me fait penser à la période des Fastelavnsbollar. Oh oui, parce qu'on est en plein dedans. Fastelavnsbollar, c'est une spécialité danoise. Dis-nous tout. Je vais tout vous dire parce que c'est une de mes grandes passions. Tous les ans j'en achète. C'est le Mardi Gras danois. Alors ça sera officiellement le 27 février, mais bon, comme tout commence en avance, par exemple pour les fêtes de Noël, on prépare déjà en octobre, on voit déjà les choses arriver en octobre dans les magasins. Là, les Fastelavnsbollar sont déjà dans les magasins. Et donc, c'est une période assez sympathique pour les enfants où ils vont se déguiser aussi. Puis ils vont, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette tradition danoise où on a un tonneau avec des bonbons dedans, puis il faut taper sur le tonneau.
jusqu'au moment où le tonneau casse et donc les bonbons tombent par terre et puis celui qui a cassé le tonneau il devient Cat Droning ou Cat Kong. Oui, mais et on dit qu'on est le roi, le Cat Droning ou Cat Kong, Cat c'est Kong, le roi chat ou la reine chat, et c'est parce que t'as sûrement le... Oui, bah de toute façon, dans l'ancien temps, on mettait un chat dedans. Un chat noir. Jusqu'en 1880, à peu près, on mettait un chat dedans. On ne le tuait pas, on le laissait s'échapper, mais la pauvre bête, elle devait être quand même assez traumatisée. C'est une tradition qui vient des Pays-Bas, en fait. C'est un peu barbare là-bas. Et puis, bon, voilà. Mais enfin, on s'en fout un peu de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est cette pâtisserie, qui est une pâte feuilletée qui fait un peu penser à une pâte de croissant. Et dedans, y a une crème fouettée. Alors moi, j'ai essayé toutes les versions. J'ai été à Laokeusat pour faire de pub, mais ça fait des années où j'y vais. Où il y a 3 versions. Il y en a une nature, il y en a une avec de la crème framboise, une avec la crème de cassis. Acheter celle nature parce que les autres elles sont vraiment exécrables je trouve. Il y a la version aussi ancienne du Fastelavnsbolle, le Gamel des Fastelavnsbolle, qui est beaucoup plus lourd finalement, beaucoup plus sucré et présenté avec un glaçage au chocolat dessus. Ah bon, ça m'étonne des Danois ça tiens. Ça fait un peu sucré, brioche, gras et... Ça fait un peu brioche, entre beignet et brioche. D'accord. J'aime beaucoup moi cette version là. Moi je préfère celui qui est plus moderne. Depuis combien de temps il est arrivé? Par contre celui-là je sais pas. Mais il n'y en avait pas tellement quand je suis arrivée en tout cas. Non, c'est assez récent. Ça fait quelques années parce qu'en fait en Suède ils ont plus cette tradition de ces beignets avec de la crème à l'intérieur et donc petit à petit les Danois ont vu que c'était meilleur en Suède et du coup la version danoise maintenant qui est à la pâte feuilletée avec la crème, la chantilly, etc. C'est vraiment très très bien. Et qui est un peu un hybride du coup entre l'ancien beignet danois et la version suédoise. Donc, mais je te recommande Farumsus. Bien meilleur que la Hockey. J'en ai essayé 2 versions cette année. Alors j'ai été dans ma boulangerie locale qui s'appelle Vorosbrød. Je me suis trouvé un Fastelavnsbolle à 28 couronnes qui était assez léger, assez bon. Peut-être un peu trop sucré parce qu'il y avait du sucre glace par-dessus et une couche de marmelade à la framboise en dessous. Ouh là là. Mais bon, ça se mangeait quand même. Non, c'était assez léger finalement par rapport à celui de la Hockey-Ousat. C'est bien framboise, c'est pas... Non, ça allait, c'était pas... C'est une couche de framboise sous la chantilly et la crème. Oui, mais c'est le côté acide, c'est justement ça qui fait que... Et c'était une bonne marmelade, là, c'était pas une marmelade industrielle, il l'avait vraiment préparé même, c'était pas mal du tout. Écoutez, 28 couronnes, donc c'était assez correct. Et j'ai essayé la version premium, là, parfaite. Je sais pas si vous connaissez la boulangerie Andersen's Bakery. C'est là, soi-disant, on fait la meilleure baguette au Danemark. Ah bon? Et je suis passée devant par hasard le même jour où j'avais acheté l'autre Fastelavnsbolle et je me dis, mais il y a une queue sur le trottoir. Ça veut dire que leurs Fastelavnsbolle, ils doivent être excellents. Du coup, j'ai fait la queue, j'en ai acheté 2 en plus. Mais bon, on avait des invités, donc ça allait. Et là, j'en ai acheté un incroyable. Déjà, au niveau de la présentation, il était magnifique. D'ailleurs, j'ai une photo, je pourrais vous la montrer plus tard. C'était un Fastelavnsbolle à la pomme et au yuzu. Donc, sans même les petits goûts acidulés, c'était excellent. Avec sur le dessus un biscuit fin, croustillant à l'amande. C'était une tuerie, vraiment. Donc, je conseille beaucoup d'aller à Andersen's Bakery. Et d'ailleurs, ils ont d'autres parfums. Ils ont 6 parfums en tout. Je vais essayer de les retrouver. Il y avait framboise crème, matcha, rhubarbe vanille, nougat caramel salé, amande, ou la dernière que j'aurais vraiment essayé, et il faut vraiment que je la goûte celle-là, c'est cassis, citron verveine et mascarpone. Bon, le prix c'est pas le même, hein. Le prix c'est 55 couronnes. C'est plus cher mais ça vaut le coup. Mais mettre quoi à l'intérieur, chantilly ou crème comme tu vois là, il y en a avec de la mascarpone à l'intérieur. Celui que j'avais moi c'était de la chantilly, il me semble. Ouais. Mais voilà, il faut vraiment essayer cette spécialité-là. Je sais pas si tu connais, Louis, vu que tu viens d'arriver. J'en ai entendu parler en prenant quelques cours de danois, avec la fameuse expression justement sortir le chaton, le chat du tonneau. Du tonneau, voilà. Mais il me tarde d'en goûter parce que j'en ai vu beaucoup dans les magasins. Et ma copine danoise m'a expliqué un petit peu le pourquoi du comment. Et du coup, mon côté gourmand risque de prendre le dessus. Si et notamment, j'ai entendu caramel au beurre salé. Enfin, j'ai entendu caramel salé. En tant que breton, je ne peux qu'acquiescer. À Andersen's Bakery, c'est du côté d'Islandsbrück. Il y en a pas une à Tivoli? Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli, mais c'est pas loin. Il y en a une à Tivoli,
Nelson's Bakery, je sais pas, je vais jamais à Tivoli. Il y en a une à Tivoli sur le côté de la gare. Ah, je savais pas. À côté du food court de Tivoli. Ah bon, d'accord. Juste en face de la gare. C'est parce que je vais pas au food court. Et vous pourrez aller aux deux pour tester différents types. Voir si c'est pareil. Voilà. Sinon, je peux parler aussi d'Expo qui est à Copenhague. Oui, dis-nous vu tout. qu'il y a une réouverture. Vous savez savez tous que la reine Margrethe a fêté ses 50 ans de règne. Oui. On en a parlé ce week-end, on l'a vu à la télé. Et donc, à cette occasion, on a une expo à voir au musée d'Amalienborg. Cette expo, elle s'appelle En Dronnings Smykkeskrin Altresor på tronen fortalt i smykker. Donc, je vais vous le traduire. Littéralement. Évidemment. L'écrin à bijoux d'une reine. 50 ans de règne racontés à travers les bijoux. Et donc, il y aura plus de 200 bijoux exposés. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des bijoux somptueux, hérités, qu'elle a hérité de sa famille, mais aussi des bijoux qui sont des cadeaux. Mais aussi, ce qui est amusant, c'est des bijoux totalement de pacotille qu'elle a achetés un jour en se promenant à Matas, et puis qu'elle met, qu'elle arbore souvent pendant les vacances d'été, parce que c'est le moment détente, les vacances d'été. Donc, elle a des grosses boucles d'oreilles bleues. Qui sont exposés donc voilà à cet endroit. Donc t'es en train de dire que la reine elle a des breloques, des bijoux breloques oui, aussi en période estivale. Aussi, elle est en train de dire surtout qu'elle expose ses bijoux de famille. Bon, après c'est vrai qu'il y a des photos qui passent de la reine assez fréquemment. Il y en a une très connue là où elle est avec sa petite son petit hot dog et sa briquette de jus de pomme achetée au coin de la rue. Ouais, non mais ils sont très simples. C'est vrai, moi quand j'habitais à Rousse, il y avait le palais de la reine juste à côté de là où on habitait. Et on voyait les fils sortir, aller faire leur tennis. Je veux dire, on les croisait à la boulangerie. Ils vivaient normalement. Oui, mais tu peux les croiser à la boulangerie, pas loin d'Amalienborg. À la Hockey-Rousseau et tout. D'accord. Puis ils emmènent les petits apparemment en vélo à l'école, en tout cas les plus jeunes. Donc c'est accessible apparemment. Donc si vous voulez aller à cette expo, quand vous aurez acheté votre billet, et ce qui est bien c'est qu'elle ouvre maintenant, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait ouvrir, mais elle va ouvrir le 21 janvier. Il fallait attendre un petit peu parce qu'à cause des restrictions dues au corona, on ne savait pas trop quand ça allait ouvrir, parce que la reine doit être là pour l'inaugurer. Donc ça sera le 21 cette semaine. Et cette expo aura lieu jusqu'au 23 octobre 2022, donc on a le temps de le voir. Et quand vous aurez acheté votre billet, vous pourrez avoir un audio guide, et avec la voix de la reine qui vous expliquera à quelle occasion elle porte ses bijoux, quelle est leur histoire, et puis comment elle les a eus, etc., etc. Et il paraît qu'elle ne les porte pas au hasard, donc voilà, je n'en dis pas plus. Elle le fait que en danois ou en français? Ah, ça, je sais pas, Delphine, je sais pas du tout. Faudrait que j'aille à cette expo. Je pense que je vais y aller. Je suis pas du tout réaliste, mais je sais pas, ça m'a l'air assez sympa. Ouais. Alors, une autre expo qui ouvre le 18 janvier, c'est demain. Si vous aimez la photographie, je crois que toi tu m'as dit que tu aimais la photographie, que tu en faisais un petit peu. Alors je photographie essentiellement des dents. Non mais je fais beaucoup de photographies de paysages et je me suis mis récemment au portrait en effet. Au portrait aussi, ok. Une extension de mon métier, parce que c'est important de prendre des photos des dents, mais du coup voilà les photos de face, de visage, de corps, super. C'est un peu ma nouvelle lubie. Alors il y a une expo au Statens Naturhistorisk Museum. Qu'on peut voir jusqu'au 22 mai 2022. Et là, on a sélectionné sur 50 000 photos, ce qui est énorme quand même, 100 photos, les 100 meilleures, qui ont été envoyées par 95 photographes de pays différents. C'est le fameux concours Wildlife Photographer of the Year. Donc il y a des photos qui sont prises sur terre, des photos qui sont prises dans l'air, des photos qui sont prises dans l'eau. J'imagine c'est un plaisir, un régal pour les yeux. Donc si la photo t'intéresse, je te conseille vraiment cette expo. C'était déjà noté dans mon agenda. Ok. Et la dernière expo dont je voudrais parler, c'est vrai qu'on a très envie de faire des expos en ce moment avec la réouverture, je trouve que ça nous a manqué ce côté culturel. Eh bien c'est au Dansk Architecture Center, le fameux DAC, où on peut revoir l'expo Beau Bedre Bæredygtigt. On peut traduire par vie mieux de manière éco-durable. Alors dans cette expo, on peut y découvrir les habitations de demain, en particulier comment rendre nos habitations éco-durables sans que cela nuise à notre qualité de vie. C'est une expo qui a lieu maintenant donc jusqu'en avril 2022. Alors c'est la maison d'architecte Van Kunsten qui est à l'origine de cette expo.
En particulier, ils ont créé une maison de 37 mètres carrés pour 4 personnes. Alors 37 mètres carrés, c'est pas beaucoup, mais ça me fait un peu tiquer. Je me demande si j'ai bien lu d'ailleurs. C'est comme les tiny house, quoi. Bah oui, vraiment tiny quand même. 37 mètres carrés pour 4 personnes. Parce qu'ils pensent que c'est l'avenir, les petites maisons comme ça, pour réduire notre impact environnemental. Les grandes maisons, elles consomment beaucoup trop d'énergie. D'ailleurs, on le voit en ce moment avec les prix qui montent énormément. Et donc, cette maison a intégré un petit village avec une serre, une salle commune et une aire de jeu. Et donc, à visiter pour voir comment on peut vivre intelligemment dans moins d'espace qu'aujourd'hui. Ouais, intéressant. Peut-être qu'ils optimisent aussi l'espace sur plusieurs niveaux. Peut-être qu'il y a un lit en hauteur ou des choses comme ça. Ouais. Comment ça s'appelle là, quand il y a une mezzanine c'est ce qu'on voit un peu dans les tiny maisons quand on regarde sur Internet, tout ça. Il n'y a jamais que des rez-de-chaussée. Il y a moyen d'optimiser l'espace justement en ayant parfois des rangements sous les escaliers. C'est ça. Des salles qui sont utilisées pour plusieurs occupations. C'est juste que moi j'ai vécu dans un 85 mètres carrés à 4 et je trouvais ça tellement compliqué, et là je me dis 37 mètres carrés à 4, ça... enfin, j'ai un peu le cauchemar. Il faut pas être confiné en lockdown pendant non, mais après je pense comme là c'est marqué, c'est inclus dans un village où du coup t'as des pièces communes, genre t'as ta maison, ton logement principal c'est petit, mais t'auras peut-être une cuisine commune pour partager avec plusieurs autres maisons où là tu pourras inviter du monde par exemple. Ou éventuellement une salle communale, une salle de réception. Une salle de réception communale où là ça peut servir à plusieurs activités, mais pour le village ou pour le quartier, ou ce qui te permet qui permettra d'agrandir son espace. Quand il y a besoin, c'est pas tous les jours que tu as 15 invités chez toi et besoin de tout l'espace. Une sorte de camping avec une salle des fêtes en soi. Voilà, t'as vu dans ton bungalow. C'est ça, bungalow à étage. Après, de manière un petit peu différente, mais il y a des choses qui existent aussi déjà au Danemark, en particulier à Copenhague, avec certains immeubles qui ont un rooftop ou un toit où on peut avoir soit un espace commun ou éventuellement même le dernier étage avec une salle plus ou moins de réception ou un grenier aménagé pour faire des réceptions, des soirées ou un sous-sol aménagé qu'on peut réserver dans sa copropriété ou dans sa location. Donc il y a déjà des choses comme ça accessibles. C'est vrai que de toute façon, dès qu'on a besoin de profiter un peu des rayons de lumière, on est bien content aussi de pouvoir se retrouver sur des espaces aménagés. Souvent il y a des terrasses aménagées. Avec de quoi s'asseoir, faire des barbecues, tout ça. Si on pense à la vie moderne où toute la musique maintenant tient dans un téléphone, t'as pas 15 étagères de CD, les bouquins pareil, enfin donc tu peux réduire énormément le nombre d'articles que tu as au quotidien, d'objets, pas obligé d'avoir beaucoup d'objets dans ton logement. Et c'est vrai que 37 mètres carrés ça paraît petit, mais moi quand je pense à certaines maisons de vacances, les Sommerhus, on a des amis, ils ont 37 mètres carrés, 40 mètres carrés, ils sont 5 et t'as pas l'impression que c'est petit en fait. Si c'est bien fait, la pièce commune est grande, les chambres sont petites, mais bon, voilà, tu pourrais y dormir et c'est vrai que du coup c'est faisable. On peut penser à l'avenir de toute façon parce qu'on finira dans 1,5 mètre carré. D'ailleurs, je dis à ce propos-là, et même si on n'aura pas besoin de cuisine, puisqu'on peut manger les pissenlits par la racine, il vaut mieux quand même avoir un caveau de famille, ce qui vous donne un peu d'air, éventuellement une terrasse. Ça, c'est pour dans quelques années, pour ceux qui... je rappelle d'ailleurs que souvent, il y a des hôtels... on parle d'espaces réduits, mais je crois que c'est au Japon, je ne sais plus où, là, où en fait on dort dans des tiroirs plus ou moins. Des cabines hôtels, des lodges hôtels. Il ne faut pas être claustrophobe quand même. Ah, moi j'y suis complètement, donc j'envisage même pas, tu vois, je vois même pas comment tu peux fermer le truc en disant ça c'est ta chambre. Non, c'est pas possible, là ça va pas. Donc déjà, tu vois, de vivant, déjà, on peut pour une nuit ou deux déjà être dans ce qu'on appelle une bière, donc bon. Donc voilà, bon, ça c'était pour l'avenir, quoique maintenant... C'est vrai que de toute façon au Japon ils ont plein de systèmes ingénieux pour justement aménager l'espace. J'ai vu la fois passer des toilettes où tu avais le lavabo au-dessus des toilettes, donc le lavabo utilisait l'eau de la chasse d'eau en fait. C'est super pratique quoi finalement, pourquoi ne pas le faire aussi dans nos petites salles de bain danoises Remarque, les salles de bain danoises, je te rappelle qu'il y a quand même il y a encore une dizaine d'années, c'est à peu près comme ça que... Oui, il y avait la douche au-dessus du cabinet, tu devais fermer la cuvette pour prendre ta douche.
quand même aménagé comme ça au Danemark. Bon, maintenant ça va un tout petit peu mieux parce qu'ils ont pris un peu sur la chambre ou la pièce d'à côté. Mais combien prenaient leur douche au-dessus des toilettes quand même. Oui, ou combien le font encore actuellement d'ailleurs. Ou ceux qui n'avaient même pas les toilettes sur Vestebro. Sur le palier, les toilettes. Ça c'est dur. Ah oui. Dans l'escalier de service. Et pour rebondir sur les lavabos au-dessus des toilettes, qui en soi n'est pas une chose bête, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'endroits dans le monde où on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Donc, ce qui permet de recycler, de faire des économies sur l'eau, ce qui ça pourrait s'apparenter à l'avenir en effet. Il y a certains centres commerciaux aussi, alors je ne sais pas si c'est valable au Danemark, mais en France, de mémoire celui de Dijon, où en fait il y a un système de récupération de l'eau pluviale sur les toits, et après une mise en réserve, et c'est ce qui alimente les chasses d'eau dans le centre commercial, ou des choses comme ça. Évidemment, pas des choses qui vont être en lien potentiellement avec la consommation humaine, donc ça ne peut pas aller directement dans les lavabos avec lesquels les gens se lavent les mains, ou remplissent même éventuellement des bouteilles, mais par contre il y a tout le système de chasse d'eau, et parfois même de choses sanitaires auxquelles on n'a pas besoin d'avoir de l'eau potable, en tout cas propre, même si l'eau de pluie en général n'est pas non plus particulièrement sale en elle-même, mais en tout cas il y a pas mal de choses qui sont récupérées comme ça avec des initiatives de réutilisation de l'eau pluviale. Ça peut s'installer sur des maisons de récupérer l'eau et de s'en servir pour machine à laver et toilettes. Donc c'est faisable, il y a un système de filtre, etc. Oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'on utilise beaucoup trop d'eau potable pour des raisons totalement ridicules. Comme tu dis, tirer la chasse d'eau avec de l'eau qu'on peut boire, franchement, c'est... Ça en choque quelques-uns dans le monde, effectivement. Ouais. Alors parmi ces 3 expos, laquelle vous fait envie ? Il y en a une qui vous fait plus envie particulièrement ? Moi, celle que tu as donnée, la photographie sur les paysages, la nature, ça me paraît intéressant. Et puis j'imagine que s'ils ont reçu autant de photos de autant de personnes, de photographes dans le monde, c'est que les clichés sélectionnés doivent être vraiment intéressants et refléter peut-être le côté un peu sauvage qui peut rester encore dans certains coins de la planète. Surtout si ça combine aussi des vues aériennes, des vues terrestres, des vues aquatiques, ça peut être intéressant de voir des animaux marins que si on n'est pas plongeur ou si on n'est pas aventurier ou océanographe, on ne voit pas forcément très souvent, donc ça peut être intéressant et je pense que c'est l'occasion de faire un tour, de marcher, de faire quelque chose de culturel en même temps et puis d'être émerveillé par ces photos-là, donc c'est celui qui m'attire le plus. D'accord. Moi je crois que je vais me faire les 3. Pourquoi choisir ? Pourquoi choisir quand Non mais c'est vrai que... Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça a été fermé pendant plusieurs semaines. L'année dernière, l'année d'avant également. Qui sait ce que l'avenir nous réservera au cours des 6 prochains mois. Autant profiter pendant que c'est possible. Le prochain variant, par exemple. Ouais, c'est ça. On a encore quelques lettres de l'alphabet grec à potentiellement passer. Voire même des mutations internes entre différents variants. Combinaisons, tout à fait. Voilà, ça, des petits recombinants. Non, et puis aussi, tout simplement, que là, il va falloir aussi s'occuper pendant la période hivernale, qu'on n'a pas forcément tant de choses... facile à faire d'un point de vue sortie en extérieur, même si on avait fait une émission au début de l'automne où on avait dit qu'il était important de quand même continuer à sortir, prendre l'air, avoir un minimum de rayons, dès qu'il y a un minimum de lumière, à pouvoir les capter, parce que ça jouait sur les hormones, le cycle du sommeil, etc. Mais effectivement, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un samedi, d'un dimanche pluvieux qui va venir encore arriver d'ici les beaux jours, donc trouver des occupations intéressantes qui peuvent nous passionner, nous enrichir, c'est vraiment important. Tout à fait. Merci pour ces différentes nouvelles culturelles. On va faire une petite pause musicale et puis on revient juste après. Radio Escapade. De retour sur Radio Escapade, nous allons pouvoir écouter la chronique de Dorothée. Alors Dorothée, dis-nous tout, ton sujet du jour. Mon sujet du jour, je vais vous parler de l'histoire liée au nom de quelques lieux et places à Copenhague, des lieux qui ont attiré ma curiosité depuis longtemps et puis je m'étais vraiment jamais renseignée pourquoi ils avaient ce nom-là. Et donc ces lieux, c'est une rue dont on a beaucoup parlé ce soir avant la radio, c'est Verdomsvej. C'est l'hôtel d'Angleterre et magasin du Nord. Alors ce n'est pas une chronique d'histoire, je ne suis pas du tout historienne, c'est juste quelques infos recueillies ici et là en lien avec la France, puisque ces lieux hébergent un peu de culture française de par leur nom ou leur emplacement.
Alors, mais avant tout, je voudrais parler de l'endroit situé tout près de notre chère radio Escapade. Et cet endroit, c'est, alors j'espère que je vais arriver à le prononcer parce que moi, les H, Halmtorp. C'est la place sur laquelle on est, Halmtorvet. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi ce nom, Halmtorp ? Alors, en fait, Halmtorp se traduit littéralement par la place, j'espère ne pas me tromper non plus, de la paille, c'est ça ? De la paille, pas du foin, de la paille. En souvenir du temps où, sur cette place, dans la ville, il y avait beaucoup de charrettes avec de la paille, afin d'approvisionner en paille les animaux. Il y avait beaucoup d'animaux qui vivaient à Copenhague, et il fallait bien de la paille pour les étables. Et fun fact, comme dirait ma fille, il y avait des étables dans la ville, parfois au premier étage des immeubles. D'ailleurs, il y a une maison classée monument historique sur Mestree, qui a donc une étable au premier étage. Alors aujourd'hui, on voit bien les gens mettre leur vélo sur leur balcon ou carrément dans leur appartement, pourquoi pas à l'époque, mettre les chevaux au premier étage. Finalement, on n'a pas beaucoup changé. Non, c'est vrai. Alors, il y avait de la paille pour les animaux, mais il y en avait aussi pour les hommes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas des matelas comme aujourd'hui, on avait des matelas faits de paille, et donc il fallait aussi s'approvisionner en paille pour rembourrer les matelas. C'est une chose courante. C'est donc en 1898 que l'on a donné le nom de Halmtorp à la place où nous sommes actuellement. Et il y avait de la place pour 200 charrettes. Avant, ce marché pour la paille n'était pas du tout ici, il était plutôt du côté de la mairie. Puis en 1898, il est arrivé ici. Et les jours de marché pour la paille étaient le mercredi et le samedi. Il faut savoir quand même que cette activité a duré jusqu'en 1945, c'est pas mal. C'est assez récent finalement. Et puis qu'on trouvait encore dans la ville des animaux jusqu'en 1960. Ça m'a vraiment étonnée. Alors, de 1878 à 1930, le quartier s'est construit aussi avec les abattoirs. C'est ce dont on parlait, Delphine. C'est pour cela qu'il a le nom de Kölbyen, la ville de la viande, si on doit traduire. Alors, je peux vous montrer, je peux pas le mettre sur la page d'Escapade, mais je vous le montre là au studio. Ça ressemblait à ça avant, là où on est. Une grande place avec une grande place avec plein de charrettes. Vous loupez quelque chose, c'est magnifique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, c'est en noir et blanc. Les gens qui boivent trop et qui vont au Meatpack District pour boire, ils se mettent charrette aussi le samedi, donc il y a des traditions qui perturbent. Et puis moi, j'habite dans le centre-ville, il y a des animaux que je vois passer aussi le vendredi soir et le samedi soir quand les bars étaient ouverts. Je vous assure que les animaux de la ferme, c'est pas complètement terminé. Quand on voit certains Danois ou certains locaux se mettre mal en fin de soirée. C'est un peu spécial, quand ils ont bu, ils n'ont pas peur de... C'est animé. Ils parlent comme ça tout le temps, je vous rassure. Ils parlent comme ça tout le temps. Non, ils sont ah oui, d'accord, c'est pas mal juste parce qu'ils sont sous. Très bonne remarque. Alors, le deuxième lieu qui m'intrigue un petit peu, c'est Verndamsvej. Alors, pourquoi cette rue s'appelle comme cela? Alors, c'est une rue que tout le monde connaît. Toi, tu la connais bien parce que tu travailles dans cette rue. Moi, je suis pas loin. Parce qu'elle abrite l'école française, encore pour un temps du moins, parce que bientôt, cette école va déménager. Alors, la rue s'appelle ainsi en souvenir de Werner Dam. Alors, c'est un monsieur qui tenait en 1733 un pub entre la rue de Vesterbro-Gade et celle de Gammelkongevej. Je ne sais pas si on dit un pub ou une bodega à l'époque, je ne sais pas du tout, je ne suis pas historienne. Mais bon, Google Translate m'a dit un pub, alors j'ai écrit un pub. Le patron du pub est mort en 1762 et le pub a été repris par une autre personne qui a essayé de donner son nom à l'endroit, mais comme vous voyez, ça n'a pas marché, il n'a pas eu trop de succès parce que le nom de Werner Dam est encore employé à la mort de cette personne. Alors, au début du XVIIIe siècle, la rue est baptisée Den Sokalte Werner Dam, en traduction le lieu dit Werner Dam, pour devenir en 1811 officiellement Verndamsvej. Alors, il y a une chose particulière avec Verndamsvej, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la frontière. Verndamsvej, c'est la frontière entre la commune de Copenhague et la commune de Frederiksberg. Oui, c'est limitrophe. La frontière est floue. La frontière est floue. Selon si on est d'un côté ou de l'autre de la rue, la frontière est vite passée. Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est une rue hyper vivante. Moi, c'est une rue qui m'a énormément charmée quand j'ai commencé à venir à Copenhague. À l'époque, il y avait une boulangerie avec des pains au chocolat. Et moi, je venais du Jutland et on n'avait pas du tout de pain au chocolat dans le Jutland. Je me suis dit, waouh, cette rue, elle est géniale. Maintenant, la pâtisserie a fermé. Mais bon, il y a quand beaucoup de boutiques assez sympas, des boutiques françaises. Je pense aux gourmands où on peut s'installer et déguster du fromage, des... cochonailles, comment on dit ça, du saucisson, des charcuteries, des trucs de chez nous, voilà, des trucs un peu italiens aussi. Des fois, on accepte un peu les homologations italiennes. Il y a des restaurants, un qui s'appelle Les Trois Cochons, Café Vigo, et puis des boutiques, bien évidemment, où il fait bon flâner. Puis en été, c'est hyper agréable parce que c'est vraiment vivant. Et puis les gens s'installent aux terrasses et il y a une belle animation dans cette rue, je trouve. Oui, c'est jovial, oui. On espère que le départ de l'école française n'enlèvera pas le charme à cette rue, parce que ça a été aussi une question qui a été posée quand on a su que l'école française allait déménager, je ne sais plus où, pas très loin en fait. Pas très loin, je me rappelle plus le nom de la rue. L'école vétérinaire. Oui, voilà. Malgré sur Frederiksberg, mais un peu plus loin. C'est quand même une grande partie de la population qui a l'habitude d'aller dans les cafés de Vernozweig qui va partir ailleurs. Parce qu'il faut savoir que les parents, quand ils ont déposé leurs enfants, souvent ils prennent un café ensemble. Absolument. Dans les cafés. Ça pendant un certain nombre d'années. Ça donne un certain cachet. Je pense que la rue va survivre. Elle est très très animée. Ouais. Il y a énormément de Danois qui y vont aussi. Donc je pense que la rue va survivre sans problème. Ouais. Tu t'inquiètes pour les commerçants qui eux-mêmes s'inquiètent pour leur chiffre d'affaires, c'est ça en fait. C'est un problème économique. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir à la place de l'école par contre. J'ai pas. Sûr qu'il va y avoir des. Il va y avoir des boutiques certainement. Oui, mais il va y avoir une partie qui va être déplacée. C'est sûr qu'on va pas revenir vers Vernozweig pour boire un café le matin. C'est sûr que si l'école est déplacée, il n'y a plus de raison de venir. Ça dépend, la rue va quand même garder un peu son cachet. Les magasins traditionnels, des magasins la rue vit avec beaucoup de Danois aussi. C'est vrai. Et puis il y a aussi parfois il y a un petit peu de turnover dans les magasins, donc il y a toujours de quoi s'y retrouver. Il y a un fleuriste, à une époque il y avait des vêtements pour animaux. Ça change beaucoup comme tu dis. Il y a la boutique Tout Petit aussi qui des créations de vêtements pour enfants et bébés. Donc voilà, il y a plein de choses attractives. Et en fait, même moi qui y passe tous les jours, quand je regarde par exemple Google Maps ou je ne sais quoi, je ne me rendais pas compte à quel point il y avait un grand nombre de magasins. Un nombre de magasins, un nombre de boutiques, un nombre de restaurants, de bars, de pubs. On peut faire un café le matin, un repas le midi, un goûter l'après-midi, un dîner le soir. Tu peux passer ta journée entière à Vernozweig, il n'y a pas de souci. Exactement, mais dans une rue de 150 mètres, on peut faire 4 endroits différents et on peut... c'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être un côté snack et attractivité qui est lié aux élèves, aux parents d'élèves et aux professeurs. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont très typées et que les Danois recherchent aussi. Donc, voilà. C'est devenu ces dernières années, c'est devenu une rue très 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 festive le soir et donc il y a de plus en plus de cafés qui ouvrent très tard le soir et c'est très très festif et il y a plus de Danois que de Français en soirée dans cette rue-là. Donc ça va continuer. Plus les locaux, il y a énormément de logements, il y a beaucoup d'indels et de logements locatifs dans cette rue et au début de Gammelkonrevej. Donc il y a aussi toute une vie locale. Et rien que dans cette ruelle, quand c'est la période du Dining Week, par exemple, il y a au moins 3 établissements de cette rue qui sont concernés par les menus un peu comme ça de découverte typiques de la Dining Week. On reviendra dessus peut-être en février quand ça aura lieu, si tout réouvre comme prévu. Mais rien qu'une ruelle qui cumule autant de restaurants milieu de gamme, c'est vraiment attrayant. Ouais. Mais c'est quel type de cuisine qui est servi? Même les bars, ça reste une ambiance très française quand même, ou non, ça mêle un peu l'atmosphère danoise y a de tout. Café Vigo et Gourmand sont assez cuisine française. Et... Tu peux avoir des moules frites par exemple. Voilà, tu peux des crêpes. Avoir des choses de la gastronomie traditionnelle. Pas Bibendum, pardon. Le bar avant en face de Vigo. Enzo non. Appelons-le Bibendum. Non, Bibendum, c'est le Nansenskas pour ça. Mais c'est très danois du coup pour le... Falernum, oui. Falernum. Très danois pour le... Très bonne bière d'ailleurs là-bas. Conseillé par Delphine. On a confiance. Tu la connais cette rue, Louis?
Probablement, je n'ai pas encore assimilé tous les noms, d'accord. Tu as un petit coup de blues, faut aller là-bas. C'est celle qui est à Frederiksberg ? Oui. Près de l'école française près de l'école française, oui. C'est près de Westerbrook. Ok, donc je crois avoir... je n'ai juste pas lié le... Ça part de Normal sur Westerbrook et ça arrive à... Qu'est-ce qu'il y a au coin là la dernière boutique. C'est pas une boutique de vêtements. C'est les fringues. Ouais, je pense. Des fringues aussi. Je m'en rappelle plus. Le coin droit. Mais c'est vrai que c'est une ruelle qui relie deux routes principales qui vont entre le donc centre-ville de Copenhague et Frederiksberg. Entre Gammelkonga. Alors ça peut être amusant de s'y engager en voiture parce que c'est vraiment compliqué. Bien, alors dernière... Non, c'est pas le dernier, je me rappelle plus ce que j'ai fait ce matin. Oui, non, il y en a encore deux. L'Hôtel d'Angleterre. Vous connaissez tous l'Hôtel d'Angleterre, c'est un endroit hyper élégant. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi cet hôtel portait un nom français, si c'était pour lui donner un petit côté chic supplémentaire, certainement. Mais en fait, c'est aussi historique. Alors, figurez-vous que l'hôtel de Kongens Nytorv a été fondé par un Français du nom de Jean Maréchal, venu à Copenhague comme acteur au milieu du XVIIIe siècle. Et en 1705, il n'est plus acteur, il ouvre un restaurant sur Kongens Nytorv, entre Vingårdsträdet et Laksegade. Et 5 ans plus tard, il en fait un hôtel. Et Jean Maréchal meurt en 1776, et l'hôtel est ensuite dirigé par un certain Gottfried Rau, qui accueille le club anglais de Copenhague. Un club anglais renommé, et c'est pourquoi, en 1791, l'hôtel est nommé tout simplement Hôtel d'Angleterre. Et pourquoi en français ? Bah, tu sais qu'à l'époque, français, ça faisait quand même un petit peu chic, voilà, donc... D'Angleterre. Ouais, donc même les Anglais, on les appelait... Hôtel d'Angleterre. Alors, you are French. Considérant qu'au Danemark, on a des magasins qui s'appellent Crème Fraîche et Zizi, je pense que dès qu'on met une touche de français, tout se vend. C'est le Zizi, l'amusant. Alors, en 1795, il y a un incendie à Copenhague qui frappe cet hôtel. Et donc, Gottfried est obligé de le déplacer à Grams Palais sur Kongens Nytorv. Et donc, c'est le palais qu'on voit actuellement. Et alors, pour info supplémentaire, l'hôtel a été totalement rénové en 2013. Et il paraît que maintenant, les chambres sont beaucoup plus spacieuses qu'avant, évidemment. Elles sont toutes différentes. Moi, j'y suis jamais rentrée. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Pas dans les chambres. J'ai regretté le café là-bas aussi. Oui. J'ai cassé mon PEL pour prendre un café. T'as pris un café là-bas. Ouais. Ok. Donc tu vas pouvoir dire comment c'est de prendre un café à l'hôtel d'Angleterre. C'est combien à peu près d'ailleurs j'ai encore beaucoup de mal à convertir des couronnes en euros. Je divise toujours par 10 et c'est une erreur. Parce que les cafés sont généralement chers au Danemark. On est sur une centaine de couronnes. Quand même. 89 couronnes. C'est cher, d'accord. À peu près le double d'ailleurs. C'était l'été il y a 1 an et demi. Donc, et c'était un petit café, un espresso. C'était un petit café en effet. Mais je me rappelle plus exactement. Mais on est dans ces... Mais c'est vrai que c'est pas bête de prendre un cocktail, de prendre un café dans ces endroits-là, justement pour rentrer dans l'endroit et puis avoir un... Alors c'est drôle parce qu'en sortant, je me suis dit que c'était bête justement de le faire, parce que j'aurais pu avoir le même espresso juste en face. Mais t'aurais pas eu la même expérience. C'est chouette de se faire servir par un serveur avec une moustache impeccable, cirée jusqu'à la pointe. Alors, dans toutes les chambres, il y a des balcons et des cheminées, s'il vous plaît. On peut y dîner au restaurant Marshall, qui doit être assez cher. Là, ça vaut mieux pas que tu y ailles. Je crois que comme il est étoilé, il doit être vraiment cher. Il paraît qu'il y a un spa, une piscine intérieure dans cet hôtel. Et je ne savais pas du tout, franchement, qu'il y a une piscine à l'hôtel d'Angleterre. Moi, je vois toujours l'extérieur, parce que c'est vrai qu'à Noël, il est bien décoré, donc on aime bien passer devant avec les enfants. Alors, la dernière fois que j'avais regardé le prix, c'était peut-être en 2012, je crois que c'était à peu près 6500 couronnes pour une chambre double. Je sais pas combien c'est aujourd'hui. La nuit. Ah oui, la nuit, oui. Mais pour 2 personnes quand même. Ah, ça change tout. Si tu vas tout seul, ça sera peut-être 3500. Faut bien choisir ces personnes qui nous accompagnent à ce prix-là. Oui, parce que ça fait cher de l'heure. Donc, il y a 2 anecdotes de personnalités qui ont visité l'hôtel. Elles m'ont fait rire. Alors, il y a Robbie Williams. Je ne sais même pas qui c'est Robbie Williams. C'est pas un chanteur. C'est un chanteur américain. C'était pas Robin. Robin, c'est un acteur qui s'est suicidé. D'accord. Donc, il y a bien
Robbie Williams, alors, il ne veut plus y dormir à l'hôtel d'Angleterre, hein, parce qu'il paraît que les portes de sa suite se sont ouvertes et fermées en pleine nuit plusieurs fois de suite, et depuis il pense que l'endroit est hanté. Et donc quand il vient sur Copenhague, il préfère dormir à l'hôtel Nîmes ou à Saint-Pétri, mais plus du tout à l'hôtel d'Angleterre. Bon. Sinon... on a Michael Jackson, du temps de son vivant, il était passé aussi à l'hôtel d'Angleterre. Ah, il le sait, Philippe. C'était en quelle année d'ailleurs? Tu as une idée? C'était en 19... je crois que c'était en 99. Ah ouais, il y a tellement longtemps, d'accord, ok. Oui, un bout de temps. Ok. Alors, Michael Jackson, il passe dans l'hôtel, il voit une armure dans les couloirs de l'hôtel et il craque totalement pour cette armure et il veut l'acheter. Ouais. Seulement, il n'a pas le droit. Donc, ça le frustre énormément. Et donc, il paraît qu'il aurait demandé à racheter l'hôtel. Mais en fait, la boucle est bouclée. C'est lui qui hante la suite maintenant et qui fait peur à Robbie Williams pour lui dire si j'ai pas eu l'armure, toi tu l'auras pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est peut-être. Ouais, c'est cyclique en fait comme chose. Les stars sont un peu bizarres parfois. Visiblement, le gin tonic est très efficace là-bas. T'as pas eu la même impression que le café, tu vois, faut prendre un gin tonic la fois prochaine. Ce sera l'objet d'une chronique, le gin tonic de l'hôtel d'Angleterre. Après, les fantômes de l'hôtel. Après, il peut t'arriver des histoires, je peux me permettre 2 minutes, et il est arrivé une histoire à mon meilleur pote qui habite juste à côté de moi, Guy Lelaye. Et il va, j'étais pas là ce jour-là, mais il va avec son ami à l'époque, il va boire un verre, et il n'y avait pas de place, tu vois. Donc ils attendaient des places, et puis une table se libère, c'était un émir, un tchèque, avec un ou 2 gardes du corps. Et puis donc il sort, il va s'installer à la table, et puis il s'assoit, puis tu t'installes, tu bouges ta chaise, il regarde par terre une montre. Il ramasse la montre, une Rolex. Bon, mon pote se lève, Denis, il se lève, il va tout de suite voir le Tchèque qui sortait. Avant qu'il ait plus le temps d'arriver, il y avait déjà les 2 gardes du corps qui l'avaient arrêté. Il a vu... Le Tchèque a vu, il leur a dit de se pousser et tout. Il dit, ils ont parlé en anglais, je vous passe la traduction. Et donc, il lui dit, je crois que vous avez oublié cette magnifique montre qui doit être à vous. Et donc, l'émir la prend comme ça. Et puis, il dit, merci, écoutez, voilà, je vous en fais cadeau. Ah. Je pense que vous pourrez... Alors, il y avait le bracelet qui avait... Le bracelet avait pété, tu vois. Et donc, il lui a dit, écoutez... il dit non, prenez-la, je pense que vous pourrez aller la faire réparer sur le truc. Voilà. Et donc il est effectivement allé, et comme tous les Rolex sont elles sont notées, il a dit écoutez, voilà l'histoire, le Tchèque machin, il dit oui, effectivement, je crois qu'il en avait acheté une 35 ou 40. Ouais, donc une en plus ou une en moins, c'était pas vraiment... Oui, elle était cassée maintenant, donc écoute... Mais c'est... Bon, je pense qu'il a dû apprécier le fait que... Qu'il soit honnête et puis qu'il lui rapporte. Voilà, c'est tout simplement. Effectivement, comme tu dis, il n'en a strictement rien à faire. Et donc, toujours est-il que maintenant, il a une belle Rolex. Donc, tu vois, il peut t'arriver des histoires d'Angleterre. Parce qu'une Rolex, ça vaut quand même... Un café à l'hôtel d'Angleterre. Un café à l'hôtel d'Angleterre. Il faut le prendre quand il y aura un Tchèque la fois prochaine. Le Tchèque lui dit, tiens, garçon, on va t'acheter un café. C'est pas Falernum qu'on va trouver un Tchèque pour un café. Là, t'aurais rentabilisé tes 89 couronnes. Ah bah là, oui. Toi, t'aurais un autre regard sur l'Angleterre et le café d'Angleterre. Je sais pas si j'ai encore le temps pour un dernier. Allez, vas-y. Allez, Magasin du Nord. Tu vois, moi, quand je suis arrivée à Copenhague, je me dis Hôtel d'Angleterre, Magasin du Nord. J'ai l'impression d'être en France. Je sais pas si il y a l'ambassade française à côté. Alors, quelle est l'histoire de ce lieu au nom français? Tout commence en 1868 où 2 personnes, Émile Vett et Theodor Wessel, ouvrent un magasin de draperie textile à Aarhus, pas à Copenhague, en 1868. Et ça a un succès foudroyant, un succès immédiat. Du coup, en 1870, ils ouvrent un magasin à Copenhague dans des locaux loués à l'Hôtel du Nord. Alors, le magasin marche très bien et il s'étend de plus en plus au sein de l'Hôtel du Nord. Et du coup, Vett et Wessel enregistrent donc le nom Magasin du Nord en 1879. Magasin du Nord s'est étendu évidemment sur tout l'hôtel, donc c'était plus qu'un magasin à la fin. En 1893, l'immeuble est démoli et reconstruit, comme le bâtiment que l'on peut découvrir aujourd'hui, qui est vraiment beau finalement, dans un style de Renaissance française, mais le bâtiment garde son nom, Magasin du Nord.
C'est l'époque où l'architecture, mais aussi la langue française, était considérée raffinée, ce qui a, j'imagine, certainement eu son importance pour le choix du nom de ce magasin. Ça n'engage que moi, évidemment. Voilà, c'était mes propositions de lieux à revisiter pour ce soir. Merci beaucoup. Si je peux me permettre sur ce thème, pour ceux qui parlent danois, il y a un site qui s'appelle klurkomp.dk. Et en fait, il y a des histoires enregistrées comme podcast. Donc, c'est un dessinateur et un écrivain. Ils écrivent pour les enfants. Et ils ont écrit plusieurs histoires justement sur des lieux de Copenhague. Ils les appellent juste les histoires dingues de Copenhague. Et parce que c'est très, très loufoque. Il y a un peu de vrai dans ce qu'ils disent. Mais ça part aussi dans tous les sens. Et c'est différents endroits de Copenhague. Donc... il y a la rue Sølvgade, il y a sur des bateaux, il y a sur Knippelsbro, il y a sur Prins Jørgens Gård, qui est une petite place à côté du Parlement et qui s'appelle la place du prince, la ferme du prince Jørgen, et il dit qu'est-ce que fait une ferme à cet endroit-là, etc. Donc c'est des histoires très très drôles. Il y en a une aussi avec l'opéra qui serait une plateforme pour des extraterrestres pour pouvoir atterrir, rendre visite aux mers, etc. Enfin, donc, c'est très très loufoque. Donc pour ceux qui parlent danois, je vous recommande vraiment. Et ça s'appelle comment tu dis ? Klurkong.dk. Ok. Donc l'as de trèfle. Oui, d'accord. Et l'auteur, c'est qui, tu sais toi ? Je sais plus comment il s'appelle. Je vais trouver. Bon. Et si je peux rajouter un petit truc aussi, si vous aimez bien les histoires comme ça, pas forcément que sur Copenhague, mais un peu partout en Europe ou dans le monde en général, il y a un site qui s'appelle Atlas Obscura. Et en fait, dessus, c'est comme un Wikipédia avec, pour chaque pays, en général, c'est surtout les capitales, mais ça peut être les grandes villes touristiques. Et il y a des articles sur tous les lieux insolites à visiter. Donc ça peut être des lieux très connus ou des choses qui sont vraiment inaccessibles si on ne le sait pas. Et par exemple, moi j'étais à Venise l'année dernière, j'ai découvert plein d'endroits super sympas grâce à ça. Et pour Copenhague, il y a quelques lieux comme ça, avec des histoires un peu loufoques. Par exemple, le diable qui serait venu hanter une maison, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse de découvrir des lieux, c'est Atlas Obscura. Ah, super, merci. Très bon type. Ouais. Mais c'est que sur des trucs hantés ? Non, c'est surtout n'importe quoi. Non, parce que comme c'est obscur, je me suis dit peut-être qu'il y a toujours une connotation obscure. Non, c'est plutôt des lieux insolites. Par exemple, ça peut être des lieux abandonnés un peu, un petit peu étranges, mais ça peut aussi être des événements historiques ou des personnages importants qui ont fait l'histoire par, je sais pas, tout et n'importe quoi. D'accord. C'est très... ça a l'air intéressant. Et l'auteur danois, Philippe, il s'appelle Boris Boll Johansen. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On va faire une petite pause musicale et on vous retrouve juste après la musique de Marie Plassard. Radio Escapade. On vous retrouve sur Radio Escapade et donc on va aborder une nouvelle chronique. Vous avez peut-être suivi récemment ce week-end ce qui s'est passé aux îles Tonga. Vous avez vu l'éruption, les photos qu'on a pu avoir, les images satellites, etc. C'est assez impressionnant si vous avez pu voir ça. Avant de rebondir là-dessus et de vous expliquer un petit peu le contexte géographique, géologique, et puis vraiment étape par étape ce qui s'est passé dans cet archipel ce week-end, et ce qui se passe encore du coup, je vais vous poser un petit quiz, en tout cas une petite question. Est-ce que vous connaissez des volcans, des zones volcaniques ou des zones géologiques actives où vous avez été en vacances, des zones touristiques par exemple, où vous aimeriez bien aller également? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez ou que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qui vous interpelle dans les espaces dynamiques comme les zones volcaniques? Il y a certains endroits qui sont assez riches en activité volcanique. Je pense à l'Islande notamment, qui très récemment a vu un volcan en éruption pendant quelques temps. Il y a tout ce qui est dans le bassin méditerranéen, l'Etna, le Stromboli, qui est un des volcans les plus actifs du monde, si je ne me trompe pas. Oui. Et sinon, un peu plus exotique à Hawaï. Ça doit être un beau mix entre tout ce qui est volcan et montagnes, et paysages assez incroyables. Généralement, quand il y a des volcans, les paysages suivent
suivent derrière. Ouais, c'est ce qui est intéressant aussi avec les îles ou les archipels volcaniques, c'est que en finalement très peu de distance, on peut passer d'un milieu montagnard, ou en tout cas avec des sommets de volcans parfois même enneigés, avec aussi des plages, parfois de sable noir issu de l'altération des roches volcaniques, donc ça, c'est parfois des paysages super intéressants. Ouais, l'île de la Réunion par exemple, d'ailleurs, que j'ai oublié, en France on a la chance d'avoir des îles, des dom-toms plutôt volcaniques, avec que ce soit le piton de la Fournaise à la Réunion ou même en Guadeloupe. Les Antilles. Les Antilles, en général. On a c'est la soufrière, la soufrière en Guadeloupe qui est aussi très active, et qui est assez chouette, ne serait-ce que c'est un volcan qui est accessible à pied. Oui, effectivement. C'était la première fois que je voyais des fumerolles par exemple là-bas, ça m'a marqué. Ça t'a impressionné ? Le jeune Louis de 14 ans a été très impressionné par l'odeur de soufre et ces couleurs de gaz un petit peu jaunes qui émanaient justement de ce volcan. Oui, effectivement. Philippe, est-ce que tu as déjà assisté à des éruptions volcaniques, ou il y a des endroits qui t'intéressent dans le monde ? J'ai pas assisté à des éruptions volcaniques, par contre j'ai été sur au moins 3 volcans, donc un ou deux même d'ailleurs dans la chaîne du Puy, qui est mort, qui sont morts, endormis, qui sont éteints, qui sont déclarés inactifs, effectivement. J'ai été plus récemment à Naples et à Pompéi, donc c'est le Vésuve. Impressionnant. Bah écoute, la montagne en elle-même, elle nous a pas pété au visage, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis, plus impressionnant que ça. Après, si t'avais été là il y a 2100 ans, t'aurais pas dit la même. Non, mais on est bien d'accord. De toute façon, ils n'ont pas eu de chance parce que c'était justement en hiver. Et les vents soufflent radicalement, enfin, ils soufflent du sud en hiver et du nord en été, donc, ou inversement. Et donc c'est pour ça que c'est Pompéi et Herculaneum qui ont pris ça. Sinon, c'était Naples qui était détruit. C'était kiff-kiff, quoi. Enfin, c'était l'un ou l'autre, quoi. Enfin bon, il se trouve que c'est passé là. Et la troisième, qui ne m'a pas pété au visage, et pourtant qui a bien pété en 1909, je crois, c'est l'Apelé, en Martinique. Hein. Donc, ça nous manquait. Tu m'étonnes. Un petit accent. Ça faisait longtemps. Et donc les plages noires évidemment en bas, et puis la ville de, comment elle s'appelle juste en dessous là, qui a été rayée de la carte d'ailleurs, quasiment, puisque c'est un volcan de type, tu nous expliqueras. Explosif, je vais y revenir dessus effectivement. Éruptif. Et donc qui n'a pas bougé non plus, mais c'est assez marrant parce que en fait c'est vrai que tous les nuages sont accrochés au sommet, et puis pour voir le sommet, en fait, il faut avoir un peu de chance, quoi, si tu veux, parce que il y a toujours un nuage, malgré que ce soit à Martinique, hein, on pense toujours qu'il fait beau, et il fait en fait toujours beau, sauf qu'il y a toujours un nuage qui vient s'accrocher plus ou moins sur le haut de la montagne Pelée, quoi. Oui. Donc voilà mon expérience de... Est-ce qu'en technique, vous avez un volcan de prédilection ou une zone où vous aimeriez aller en vacances ou en exploration ? Moi, l'Islande, j'aimerais beaucoup, et le Japon. Oui. Mais voilà, c'est les classiques, mais j'ai jamais été ni en Islande ni au Japon, donc j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Ça m'intéresserait bien. Et t'as jamais visité, j'imagine, un endroit où il y avait un volcan en activité ? Alors, en activité, non, mais j'ai découvert, du coup, dans mes petites recherches avant l'émission, qu'à l'île Maurice, les terres de cette couleur, c'était un résultat de... Je savais pas. Que c'était de volcanisme. Oui, je savais pas. J'étais toute petite et je me souviens d'avoir vu ça et c'était super chouette. Oui, ça va avec tout ce qui est île de la Réunion, les Comores, tout ça, c'est de la même origine, effectivement. Dorothée, un volcan ou une zone de prédilection ? Oui, vous voyagez. Non, comme j'ai dit que je suis allée, moi, voir les volcans endormis en Auvergne, j'ai beaucoup aimé cette région. Hawaï, il y a un volcan à Hawaï ? Oui. Moi, je vais y aller pour les vagues, pas tant pour les volcans, mais oui, ça me plairait bien d'aller à Hawaï, le Japon, bien sûr, l'Islande, bien sûr. Et le parc de Yellowstone, c'est volcanique ou... Alors c'est une bonne question. Yellowstone, en fait, ça va être catégorisé plutôt comme une caldeira. Donc c'est un ancien méga volcan ou méga système volcanique qui se serait effondré sur lui-même à cause des différentes éruptions qui auraient pu avoir, de type explosif aussi. Donc finalement, la caldeira qui fait des dizaines de kilomètres et qui a donné son origine
au parc national de Yellowstone et à toutes ces geysers, ces sources d'eau chaude, etc. C'est un ancien système volcanique qui, si un jour se réveille, on est clairement très très mal. Enfin, les États-Unis sont très très mal et globalement, la quantité de poussière qui sera projetée dans l'atmosphère, on est sur Terre tous mal. Mais tant qu'il n'y a pas un méga volcan ou une méga éruption où toute la caldeira viendrait à avoir ces remontées de panache mantélique chaud qui viendraient en éruption, tant que ça c'est pas actif, ça va, on est à peu près en sécurité. Mais oui, effectivement, Yellowstone n'est pas en tant que tel considéré comme un volcan, un édifice volcanique, mais c'est quand même une marque d'un système volcanique ancestral. Donc, ouais. Et qu'est-ce qui pourrait provoquer alors, Aurélie, une éruption, ou quels seraient les facteurs qui pourraient éventuellement favoriser dans ce cas-là si on a une sorte de remontée mantélique, une sorte de panache mantélique, donc des matériaux chauds qui arriveraient des profondeurs du manteau, solide, je tiens quand même à le préciser que la Terre est solide, d'accord, on n'a pas les plaques ou la croûte qui flotte sur une espèce de lave ou de champ de magma, ça j'aime bien le répéter en classe et je le répète aussi là, c'est l'occasion de se dire qu'il n'y a pas de rivière souterraine de lave ou de magma qui est sous terre, mais un matériel chaud, quand bien même il serait solide et qui remonterait à ce point-là, parce que je vais en parler, mais le volcanisme qu'on trouve à Yellowstone, c'est finalement un volcanisme de points chauds, donc on a une remontée de matériaux chauds qui viennent des profondeurs du manteau, à la limite entre le manteau et le noyau sur Terre, et puis qui va pouvoir du coup apporter des matériaux qui vont pouvoir fondre la croûte, et cette croûte qui fond, et ce manteau superficiel qui fonde très légèrement, même si c'est qu'une fusion partielle très minime de la croûte et du manteau supérieur, ça peut faire une quantité de magma importante qui va remonter par l'intermédiaire de failles, de fissures, et qui peut du coup créer des édifices volcaniques de surface ou souterrains, donc que ça soit explosif ou effusif, c'est-à-dire qui va produire des laves. Mais là, pour le coup, si la caldeira se fragmente et que l'ensemble du système magmatique se réveille, ça nous fait un méga volcan de plusieurs dizaines de kilomètres de large, donc de notre vivant, on n'a jamais vu ça. Enfin, ça serait vraiment une méga éruption. Donc, ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rebondir ? Oui, en Éthiopie, j'avais jamais pensé qu'il y avait des volcans actifs en Afrique, en fait. Et c'était avec l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, où ils sont allés en Éthiopie à la rencontre du peuple Afar, et effectivement, donc, ils sont allés voir des volcans en activité, et apparemment ce sont des terres pleines de soufre et très très hostiles en général, et très 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 chaudes, pas qu'à cause des volcans, mais aussi à cause des volcans. Et donc il n'y a pas d'eau dans cette région. Oui. C'est assez impressionnant. Proche de l'Éthiopie, on a aussi le Kilimandjaro qui doit être absolument magnifique à voir à la frontière Tanzanie-Kenya, qui lui fait plutôt rêver avec les neiges éternelles justement sur le dessus, au sommet, et puis une longue ascension. Ça, c'est dans les projets à court terme. Ça fait rêver. Les volcans font rêver en général. Tout ce qui fait un petit peu peur fait aussi rêver en même temps. Oui, ça, ce côté un petit peu mystérieux et qui suscite l'aventure. En fait, les volcans que vous m'avez cités, ils vont rentrer dans différentes catégories. Il va y avoir, si on peut dire, 3 grands types de volcanisme. On va avoir les volcans qui ont lieu lorsqu'on a des plaques qui se rencontrent, les fameuses plaques tectoniques qu'on va appeler lithosphères en sciences. Et ces plaques tectoniques, lorsque c'est par exemple une plaque océanique qui passe sous une plaque terrestre ou sous une autre plaque océanique, on va avoir la formation de ce qu'on appelle des arcs insulaires. Donc ça peut être des arcs insulaires marins ou des arcs insulaires continentaux. Et certains des volcans dont vous avez parlé en font partie. C'est ce qu'on retrouve aussi par exemple au niveau des Andes, au niveau de toute la bordure du Pacifique. Donc ça va être toutes les chaînes de montagnes ou les volcans qu'on peut retrouver autour de la plaque pacifique. Donc le Japon en fait partie, tout plein de choses comme ça. La Nouvelle-Zélande évidemment en fait partie aussi, et on reviendra là-dessus. Les îles Tonga en font partie. Donc ça, c'est vraiment une plaque océanique qui est en général assez vieille, qui est donc assez dense, chargée en eau parce qu'il y a de l'infiltration et de l'hydratation des roches et des minéraux qui va se mettre en place. Et donc cette couche dense va passer sous une autre. Et en passant sous une autre, en fait, c'est ce qu'on appelle une zone de subduction. Et ces zones de subduction, elles vont avoir certaines particularités parce que les roches hydratées au contact de l'océan qui vont s'enfoncer en profondeur vont relâcher cette eau. Et cette eau va avoir tendance, lorsqu'elle se mélange avec le reste du manteau
juste au-dessus, va avoir tendance à faire baisser le point de fusion des roches, ce qui fait qu'on arrive à avoir de la fusion partielle et donc formation de poches, de magma et potentiellement de chambres magmatiques qui vont après, par l'intermédiaire de failles et de fissures, remonter et faire soit des édifices souterrains avec des roches qui refroidiront lentement, soit des édifices volcaniques avec des laves en surface et qui refroidiront du coup beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment dû à un phénomène particulier de géochimie avec la réhydratation du manteau. Il y a une autre possibilité lorsqu'on a des volcans et des montagnes aussi, c'est lorsqu'on a une collision. Cette fois-ci, une collision, c'est une croûte continentale qui rencontre une autre croûte continentale et qui fait du coup des plis, des failles, des systèmes des reliefs assez importants. Typiquement, c'est le cas de l'Himalaya du coup, mais c'est aussi le cas de d'autres massifs montagneux, comme les Alpes à moindre degré, exactement. Vous allez aussi avoir le volcanisme de dorsale, c'est-à-dire que c'est la création de nouveaux océans, de nouvelles zones océaniques. Ça peut être aussi à l'intérieur de l'ouverture d'un continent qui va donner plus tard lieu à un océan. Donc c'est typiquement le cas de ce qu'on va avoir dans le rift est africain, où on va avoir du coup l'ouverture de cette croûte terrestre et du coup progressivement la mise en place d'une croûte océanique. Et puis après, l'extension de cette croûte océanique fait que potentiellement il y a de la mer et un océan qui peut se mettre par-dessus, et puis on va avoir comme ça les plaques qui s'éloignent. C'est ce qu'on trouve typiquement au milieu de l'océan Atlantique, entre l'Europe et l'Afrique, ou entre l'Afrique entre l'Europe et l'Amérique, ou entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et donc ça, c'est voilà, du volcanisme, souvent sous-marin, mais qui parfois arrive aussi à la surface. Et une dernière sorte de volcanisme, c'est le volcanisme de point chaud. C'est ce qu'on trouve à Hawaï, c'est ce qu'on trouve aussi aux îles dont on parlait avec le volcan de Palma qui était en éruption là, plutôt au mois de septembre, l'île espagnole, l'île Canaries. Donc ça, un volcanisme de point chaud, c'est quand on a une remontée de matériaux chauds qui vient du manteau, et en fait cette remontée reste fixe, mais par contre la plaque bouge. Et donc vu que la plaque bouge, et régulièrement on va avoir une arrivée de magma vers la surface, et puis la plaque va se déplacer, donc on va avoir création d'un archipel, puisque en fait les îles les plus éloignées du point chaud vont être des îles anciennes, avec des laves anciennes, qui vont pouvoir être altérées, parfois ça fait même des atolls, ça veut dire que le cône principal s'effondre, et puis il y a de la mer qui arrive à l'intérieur. Donc ça va être le cas typiquement d'Hawaï, ça va être le cas de la Réunion, ça va être le cas des Canaries, qui va avoir en fait cette arrivée de manteau chaud qui arrive vers la croûte, qui la fait un petit peu fondre, et puis on a des injections régulières, mais la plaque se déplaçant, ça fait cet archipel. C'est exactement la même chose pour tout plein d'autres types de différents types de volcans, mais le plus connu est celui d'Hawaï. Petite particularité pour l'Islande, c'est un volcan, ou en tout cas c'est un édifice volcanique, qui cumule deux choses, qui cumule le fait d'être sur une dorsale médio-océanique, donc à la limite entre les deux continents, entre les plaques eurasiennes et les plaques américaines, et puis c'est aussi un point chaud, donc il y a un double apport de matériaux volcaniques qui fait qu'il y a beaucoup d'exploitation de la géothermie, qu'il y a des geysers, qu'il y a des cascades, qu'il y a toutes ces choses-là qui sont et puis les volcans en eux-mêmes, qui sont mis là-bas. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux des différents types de volcans. Et effectivement pour les îles Tonga, donc si vous voulez une petite synthèse, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, on a assisté à une grande éruption volcanique du volcan Unga Tonga, qui est situé donc sur l'archipel des Tonga dans le Pacifique. Et cette éruption principale s'est produite le 15 janvier. Mais tout ça vient dans un contexte plus large où en fait l'archipel avait déjà son volcan qui était actif depuis un moment, puisqu'il était certes quasi inactif depuis 2014, mais il est entré en éruption déjà le 20 décembre, donc il y a quelques semaines. Cette éruption s'est terminée le 21 décembre, et puis l'activité volcanique a repris le 25 décembre et s'est achevée le 11 janvier. Donc on pensait que l'activité volcanique de cet endroit était terminée le 11 janvier 2022, donc il y a une semaine, et finalement une nouvelle éruption a pris le pas le 14, et c'est le lendemain, le 15 janvier, qu'une éruption majeure de type explosif a eu lieu, et là c'était une éruption beaucoup plus importante qui s'est produite vers 17h15, heure locale, donc vers 4h du matin, heure française ou heure danoise. Pourquoi on dit une éruption de type explosif beaucoup plus importante que les précédentes ? Cette explosion, en fait, elle a été tellement forte qu'elle a été entendue jusqu'en Alaska, donc qui est quand même à l'autre bout du Pacifique.
Et elle a suscité des variations de pression atmosphérique sur tout le globe. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. Il y a des stations météorologiques françaises qui ont vu une sorte de pic de la pression atmosphérique être perturbée, ne serait-ce que parce qu'en fait c'est un enregistrement de ce souffle, évidemment plusieurs heures après, puisque entre la France et les îles Tonga, il y a 17 000 km, donc on est à peu près les plus éloignés de cet endroit-là du monde, mais il n'empêche que nos anémomètres, enfin nos appareils de mesure ont... Sismographe non, parce que là c'était une onde de pression, donc c'est une perturbation de la pression atmosphérique de l'air. C'est les manomètres là, qui prennent leur l'air. Ouais, et du coup, Oui, baromètre. Et du coup, on a réussi à avoir ces altérations. Donc, c'est dire quand même que le souffle est arrivé, a fait le tour de la Terre, et le souffle est arrivé jusqu'en France et partout ailleurs dans le monde. Et ça a été mesuré, évidemment, plusieurs heures après, en fonction de la vitesse du son dans l'air. Donc ça a mis plusieurs heures. Heureusement qu'il n'était pas toxique d'ailleurs, parce que sinon il se serait bien sûr arrêté il se serait arrêté à la frontière française, c'est bien connu. Cette explosion aux îles Tonga, elle a duré 8 minutes et elle a envoyé des panaches de gaz, de cendres et de fumée à plus de 19 km de hauteur dans la stratosphère. Et il y a l'Institut géologique américain, l'USGS, qui a enregistré ce phénomène comme un tremblement de terre de magnitude 5,8, mais à une profondeur 0. Puisque par définition, c'est un volcan en superficie qui a explosé. Donc on a pour une fois un foyer et un épicentre qui sont concentrés au même endroit, alors que normalement, il y a une distance en profondeur. Pour rappel, ce volcan était entré en éruption modérée en 2009, et puis il avait fait parler de lui pour la dernière fois en 2014, puisque la dernière éruption de 2014 avait donné naissance à une île qui n'existait pas par le passé. C'est quand même une île de 2 km de long, 1 km de large et 100 mètres de haut qui s'est formée en 2014, donc une sacrée éruption en 2014. Et il faut dire que c'est cette île qui a été créée en 2014 qui a littéralement explosé samedi 15 janvier vers 17h heure locale. Et donc ça signifie que tout ce qui se trouvait sur cette île, donc tous les édifices volcaniques, toutes les roches, tous les sédiments qui se trouvaient sur cette île, ont été propulsés et ont été projetés. Et donc c'est ça qui était à l'origine d'un tsunami. Souvent les tsunamis, c'est une fissure, c'est une faille ou c'est un séisme qui va se produire en profondeur sur une des plaques océaniques, qui va créer un décalage, et ce décalage va générer une onde dans l'eau et ça va faire un tsunami plus on se rapproche des côtes. Et là en fait c'est le fait d'avoir expulsé tellement de déchets rocheux que finalement ça a fait une sorte d'onde de choc aussi dans l'eau et que ça a généré un tsunami. Ça a été assez surprenant pour les services d'alerte des tsunamis parce que d'habitude ils les détectent quand c'est des séismes, mais ils les détectent pas quand c'est, ou moins facilement quand c'est des volcans qui donnent lieu à ces tsunamis. Et donc les alertes, elles ont été données par chaque pays petit à petit quand la vague avançait, contrairement à lorsqu'on a un séisme et que toutes les îles du Pacifique et tous les pays du Pacifique sont alertés quasi simultanément. Le tsunami qui a été généré dans l'océan Pacifique, il a quand même formé des vagues jusqu'à 1,74 m de hauteur à Chañaral au Chili, et des plus petites vagues ont été observées le long de la côte Pacifique, en allant de l'Alaska jusqu'au Mexique. Donc il a fait vraiment le tour du Pacifique. Il y a aussi des vagues d'1 mètre de haut qui ont frappé la côte Pacifique au niveau du Japon, et en Californie, la ville de Santa Cruz a été inondée par un raz-de-marée généré par ce tsunami. Donc malgré le fait que c'était des distances qui étaient assez éloignées, il y a quand même eu quelques dégâts matériaux. Et malheureusement, il y a aussi eu des dégâts humains, puisque apparemment le tsunami aurait noyé 2 personnes qui étaient sur une plage au nord du Pérou, qui auraient été emportées par des vagues anormales de 2 mètres de haut. Ouais, c'est ce que j'ai vu hier. Ouais. Ils parlaient de 2 où ils pensaient qu'il y en avait une de 3 qui pouvait arriver, ou un truc comme ça, ou je sais pas. Oui. Mais de 2 à 3 mètres de haut, pour des vagues qui arrivent sur le littoral, c'est... Oui, ça a l'air de rien, mais en fait, ça... C'est très haut, et évidemment, ça surpasse des digues, et ça surpasse tout ce qui pourrait être présent. Le problème, c'est que les vagues ne se cassent pas contre la plage, elles continuent, en fait. C'est surtout l'entrée de l'eau dans la terre qui pose problème. Elles vont dans les terres, ça fait des submersions, donc ça peut être assez problématique. Mais en dehors du tsunami, qui a été donc généré dans tout le Pacifique, on a localement aussi de nombreuses conséquences, puisque les cendres sont très importantes et recouvrent tout l'archipel des îles Tonga. Et le volcan a également relâché beaucoup de soufre. Et donc ce soufre, il peut être dangereux pour la santé et pour l'environnement, puisqu'il peut se recombiner avec les molécules d'eau qui sont dans l'atmosphère et retomber sous forme de pluie acide.
Donc là, un des problèmes principaux que va affronter la population locale, en plus de la cendre dont il va falloir se débarrasser et potentiellement des retombées de pluie acide, c'est la consommation d'eau potable, l'accès à l'eau potable, parce que les eaux vont être contaminées par des cendres et aussi par exemple les pierres ponces ou des choses comme ça qui vont flotter à la surface des stocks d'eau, des réserves d'eau, et puis tout simplement la contamination potentielle des réservoirs d'eau par les pluies acides. Pour le moment, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont les grands pays les plus proches de l'archipel des Tonga, ont déclaré qu'elles allaient envoyer aujourd'hui et demain des avions militaires en reconnaissance, mais que pour le moment, ils ne peuvent ni se poser ni prendre des photos précises parce que le panache et les cendres sont encore présentes. Et vous savez que les cendres sont irritantes pour les moteurs des avions, donc on ne peut pas forcément les survoler facilement, mais que ces deux pays-là se tiennent prêts à acheminer des produits de première nécessité, quitte à les parachuter s'ils ne peuvent pas y accéder en atterrissant sur place. Et puis ils envoient aussi un bateau, donc ils vont faire aussi de l'aide par voie maritime dès que les conditions seront un petit peu plus favorables. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ce qui s'est passé aux îles Tonga ce week-end. Mais effectivement, on est en présence d'un arc insulaire, ou un arc volcanique, c'est-à-dire que c'est un archipel qui est pile à la limite entre la plaque pacifique et la plaque australienne, si vous voulez. Et donc la plaque pacifique passant sous la plaque australienne, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est source de zone de subduction et donc potentiellement de magma qui va être réhydraté et qui va permettre de se faire des explosions ou des volcans de type explosif. Donc c'est pas une nouveauté. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, il y a une île qui a été créée rien qu'avec un volcanisme de ce type. Mais finalement, l'île qui a été créée en 2014, elle a juste été pulvérisée ce week-end. Et donc forcément, ça fait des conséquences locales et lointaines avec les tsunamis qui sont envoyés dans tout le Pacifique. Mais c'est un événement exceptionnel et en même temps relativement fréquent, en particulier dans ce qu'on appelle la ceinture de feu dans le Pacifique, avec tous les États insulaires qui sont typiques de ça. Et qui sont surtout issus de l'activité volcanique, quoi. S'il n'y a pas eu ça, il n'y aurait jamais ces îles. Oui. Et Hawaï ne serait jamais là sans son volcan, quoi. Je veux dire. Oui, voilà, exactement. Et là, en plus, on est, pour les îles Tonga, on est juste vraiment à la limite d'une bordure de plaque, à une limite de zone de subduction. Et on est sur la deuxième fosse la plus profonde après celle qu'on a au niveau du Japon. Mais du coup, on a une fosse océanique de près de 10 km de profondeur. Donc on est vraiment dans une des zones actives les plus dynamiques de la planète, avec cette zone de subduction intense. Donc voilà un petit peu pour les différentes informations qui ont été récoltées sur ce volcanisme. On en saura probablement un peu plus dès qu'il y aura des vols qui pourront soit atterrir, soit au moins prendre des photos de la zone pour voir s'il y a plus de sinistres que ça. Apparemment, il y a un atoll, enfin il y a une île, pas l'île principale, mais il y a une île qui a été... la population a été évacuée, merci. Et puis ils ont eu des dégâts sur l'île principale, mais apparemment le roi des îles Tonga n'a pas déclaré de victimes pour le moment sur place. Donc à croire qu'il y a des victimes au Pérou, mais a priori peut-être pas sur place, en tout cas pas tant que ça. Il y a beaucoup d'habitants aux îles Tonga ? C'est un ensemble d'archipels, donc il y a plein de petites îles, mais ils sont environ 100 000, toutes îles comprises, mais la plupart d'entre eux se concentrent dans la capitale de l'île principale, et après il y a des populations éparses partout dans l'archipel. Et ce qui est assez intéressant, juste pour rebondir sur le fait de prendre des photos par avion, il y a des photos satellites qui ont été prises de ce volcan, et quand on voit le panache de fumée depuis l'espace, on s'aperçoit qu'en fait il fait 1/5 de la France. Donc ils l'ont superposé sur la ville de Paris pour avoir un équivalent. Je ne sais pas si vous pouvez trouver la photo, mais c'est assez impressionnant. On se dit, ah oui, c'est balèze en fait. Oui, effectivement. Donc peut-être qu'on aura un peu plus de nouvelles quand les secours australiens et néo-zélandais arriveront sur place. Mais c'était les dernières informations qu'on a eues sur ce volcanisme-là. Et merci beaucoup Aurélie, c'était super intéressant comme d'habitude. J'ai l'impression d'être en cours avec Aurélie. J'ai l'impression de se retrouver à l'école. J'espère pas trop, parce qu'il y en a qui s'endorment en cours parfois, alors j'espère que c'est personne s'est endormi. Pas trop embêtant. On en sortait une feuille et un stylo. Oui, je vous ai pas dit. Interrogation. Astrophysicien, j'ai trouvé ça très très bien comme explication. Ah ouais.
Ah bah écoute, merci. Donc voilà pour les news sur ce volcan, et puis on vous en dira plus quand on aura plus d'informations. On va lui passer un coup de fil tout à l'heure. Ouais, exactement. Si vous n'avez pas de questions, on va faire peut-être une rapide pause musicale, et puis on revient juste après. Radio Escapade. De retour encore pour quelques minutes pour Radio Escapade. Écoutez, on est bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que y a des choses qui vous font envie pour le trimestre à venir, pour quand l'hiver sera passé, quand peut-être que Covid sera derrière nous, des sorties d'hiver? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez hâte de voir ou de faire ou d'expérimenter pour les mois à venir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous motivent? Moi, je sais que personnellement, j'aime bien le vent. Donc là, en période d'hiver, d'aller sur les plages, je trouve ça agréable. Ouais. Donc plutôt nature, balade. Ouais. Vraiment profiter des mois d'hiver et de pas... Parce que si on se dit qu'il faut attendre que les mois d'hiver passent, on peut attendre le reste de l'année. Donc, ouais, effectivement. Donc autant en profiter, il faut bien s'équiper. Hein, comme le dit le dicton danois, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Des mauvais vêtements. Des mauvais vêtements. Moi, je me réjouis quand même d'arriver bientôt au printemps pour faire de la photo d'arbres au printemps, voir les pousses pousser, les arbres se recouvrir de belles feuilles vertes. J'aime bien, c'est une occupation qui me plaît beaucoup. Après, l'hiver, ça peut être intéressant aussi pour avoir justement le côté arbre, entre guillemets, décharné, ou en tout cas sans leurs feuilles. C'est hyper amusant de les voir décharnés, de les voir au printemps. Des contrastes avec les couleurs, les couchers de soleil, ça peut être aussi un beau... De toute façon, toutes les saisons sont bien, mais préférence quand même pour le printemps. T'as une préférence pour le printemps? Le regain, les bourgeons, les fleurs, tout ça, c'est... La vie qui revient, les journées qui s'allongent... Ça fait énormément de bien, je trouve. Oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que toi, qui es là depuis quelques semaines, tu ressens les courtes journées, le manque de soleil? Pour le moment, tu penses être impacté ou pas trop? Pas trop, mais je reviens de Norvège, là, donc en fait, j'ai l'impression que les jours sont plus longs. Effectivement. Donc c'est positif. Donc voilà, petite astuce, partez très loin dans le nord et puis revenez ici, vous allez être très satisfait. Effectivement. Mais non, pour l'instant, j'ai pas encore ce manque de vitamine D que certains peuvent avoir, apparemment. Mais c'est possible que ça vienne. Je vous tiendrai au courant. Par contre, tu as dû voir des aurores boréales. Non, ça c'est dans 3 semaines. Ah, dans 3 semaines. J'étais vers Oslo. Oslo. Je les ai manqués d'une semaine, parce qu'en parlant d'aurore boréale, ça peut être un très bon sujet de chronique d'ailleurs. Il y en a eu ce week-end à Oslo. Et il y en a encore jusqu'à hier, il y en avait encore un petit peu. Mais non, je vais voir Tromsø dans 3 semaines, donc tout au nord, bien au nord du cercle arctique, et j'espère bien voir des aurores boréales. Ouais. Et il paraît que certains rares chanceux ont réussi à avoir des aurores boréales tout au nord de Copenhague, peut-être un peu dans ton coin. Bon, fallait être prévenu quand même, mais il y a eu une éruption solaire récente Tout à fait. Qui a fait que il y a quelques jours, apparemment, on pouvait voir des aurores boréales jusque au nord du Danemark, ce qui est très rare. Qui est assez rare, puisque finalement, on n'est pas si haut que ça. Tout à fait, justement, c'est celle qui était visible depuis Oslo, justement. Il y a eu donc une très forte éruption de vent solaire il y a quelques jours. Donc bon, ça a quelques jours, et donc il y a 3-4 jours, et donc c'est pour ça que ça a éclairé tout le sud de la Norvège, et justement il y a une plage, alors je me rappelle plus du nom, mais c'est la plage de Tisvildeleid. Tout à fait. Et depuis cette plage, en effet, c'était possible de voir les aurores boréales. Alors elles étaient assez lointaines, elles n'étaient pas juste au-dessus, elles étaient un petit peu vers la Norvège, mais ça a fait, il y a quelques belles photos qui ont tourné. Ouais, effectivement, donc ça c'est pour les amateurs, ils ont dû se régaler, mais bon, il faut suivre ça de près, il faut regarder quand est-ce qu'il y a des éruptions solaires, etc. Donc c'est... Alors j'ai petit conseil, il y a une petite application qui s'appelle Hello Aurora, qui permet d'avoir un petit peu des notifications quand on les active dès qu'il y a des vents solaires à proximité. Vous pouvez la télécharger ici au Danemark, votre téléphone ne sonnera pas souvent, mais très pratique pour les voyages un petit peu au nord du cercle arctique, par exemple. Bah, merci pour le conseil, effectivement, pour les fans, c'est l'occasion. Et puis si vous allez en Norvège ou en Finlande, voilà, c'est peut-être l'occasion de télécharger cette application-là. Écoutez, merci à tous pour cette émission. On va pas tarder à quitter. On se retrouve la semaine prochaine, beau pied, bon oeil. Et puis j'espère qu'on aura tout plein de news à vous partager. Merci en technique. Merci, chers chroniqueurs et chers membres de la radio, pour cette émission. Merci à toi pour l'émission. Merci Aurélie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.